La Tour du Vala, que je représente, je m'appelle Jean Jalbert et je suis directeur de la Tour du Vala, qui est un institut de recherche pour la conservation des zones humides du bassin méditerranéen. Et nous avons organisé cette session en partenariat avec l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, représentée ici par Maher Majoub, qui va organiser, qui va piloter et modérer la prochaine session, la deuxième session. Et puis, partenariat avec ICLEI, et c'est donc Ursula Wellman ici, qui est donc responsable des questions de nature et biodiversité à ICLEI, qui va modérer cette session. Donc, juste quelques mots pour vous présenter le contexte. Vous le savez, on le sait tous, le bassin méditerranéen est bien sûr un hotspot, un point chaud du changement climatique, la seconde région la plus affectée, la plus vulnérable au changement climatique après l'Arctique. Mais c'est aussi, et c'est peut-être moins connu, un point chaud également pour la biodiversité. C'est une région extrêmement riche en biodiversité, une biodiversité unique, foisonnante, avec notamment beaucoup d'espèces qu'on appelle endémiques, donc présentes uniquement dans le bassin méditerranéen et nulle part ailleurs sur la planète, pour lesquelles nous avons une responsabilité toute particulière. Et ce bassin méditerranéen, vous le savez, est vraiment au cœur de tous les défis. C'est à la fois un endroit où cette conjonction, cette interaction entre les hommes et la nature est millénaire, et avec une pression aujourd'hui qui est intolérable, avec notamment une pression extrêmement forte sur des ressources en eau très rares, avec une agriculture qui est sensible au climat, et puis avec une pression humaine qui est notamment extrêmement forte sur la côte, en particulier sur les zones côtières. Et donc dans ce contexte, on voit que ces écosystèmes qui sont sous pression, qui sont en péril, sont en même temps une solution, ont la capacité à apporter des réponses absolument critiques face à toutes ces pressions, face à tous ces défis. Et donc c'est là qu'intervient ce concept de solution fondée sur la nature, un concept qui a été imaginé, qui a été promu par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est un concept aujourd'hui adopté très largement au niveau international. Et ce concept, en fait, il est à la fois simple et exigeant. Simple parce que ça veut dire, ce concept, c'est simplement reconnaître que des écosystèmes, la préservation d'écosystèmes en bonne santé, la gestion de ces écosystèmes ou la restauration d'écosystèmes dégradés, voire même la recréation d'écosystèmes qui avaient disparu, tout ça apporte des réponses pertinentes, efficaces aux grands défis de nos sociétés. Ces défis, c'est bien sûr le changement climatique, mais c'est aussi l'approvisionnement en eau, c'est la sécurité alimentaire, c'est la santé, autant d'éléments qui sont absolument critiques dans le bassin méditerranéen. Et l'enjeu, c'est que ces écosystèmes, la gestion, la restauration de ces écosystèmes apportent des réponses à la fois à ces défis, mais en même temps qu'ils soient efficaces pour la biodiversité. C'est bien l'enjeu de ne pas opposer bien-être humain ou développement humain et biodiversité, mais bien de concilier ces deux éléments. Donc c'est simple comme concept, mais je vous disais, c'est exigeant parce que ça ne consiste pas à faire comme avant et à mettre un peu de nature ici et là, mais ça consiste vraiment à changer notre perspective, à dire la nature n'est pas un obstacle, n'est pas une contrainte au développement, n'est pas simplement des ressources dans lesquelles puiser. Ça, c'est le fondement sur lesquels nos sociétés, nos modèles de développement sont basés aujourd'hui. Donc, il faut apprendre à changer de perspective et dire la nature, bien au-delà, enfin, au contraire d'être cette contrainte pour le développement, est une opportunité, est une solution absolument unique et une opportunité sans précédent pour renforcer la résilience de nos sociétés et de la société méditerranéenne en particulier et contribuer à cette transition durable, inclusive qu'on appelle tous de nos voeux. Donc voilà, juste pour rappeler, concept simple, mais on voit que très souvent c'est un concept qui est dévoyé, c'est juste on met un peu de nature et on continue comme avant. Ça n'est pas une solution fondée sur la nature. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, à Marseille, il y avait eu lieu le Congrès mondial de la nature de l'UICN, où l'ensemble des membres de l'UICN, États et sociétés civiles, avaient voté un certain nombre de résolutions, parmi lesquelles une résolution spécifiquement dédiée à la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature dans le bassin méditerranéen. Et c'est cette résolution, en résumé, d'une part, appelait les gouvernements et la société civile à mettre en œuvre, à chaque fois que possible, à chaque fois que pertinent, ces solutions fondées sur la nature, et notamment, au-delà de juste faire des petits coups ici ou là, d'avoir une approche stratégique, de créer des réseaux de solutions fondées sur la nature, notamment à l'échelle des bassins versants, des bassins hydrographiques. Cette résolution appelait également les autorités locales, qui ont une responsabilité particulière, puisque ces solutions fondées sur la nature s'appliquent sur des territoires, donc que ces autorités locales incluent et donnent une priorité aux solutions fondées sur la nature dans leur stratégie, qu'elles soient à la fois urbaines ou pour les espaces naturels qu'elles ont en gestion.
Et puis cette résolution, finalement, appelle également les bailleurs, les financiers, les instituts financiers, qu'ils soient publics ou privés, à se mobiliser pour financer ces solutions fournies sur la nature. Et à chaque fois qu'ils sont amenés à financer des projets d'ingénierie civile, d'infrastructures grises, eh bien qu'ils se posent la question en amont, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable en remplacement, en alternative, de financer des solutions fournies sur la nature ou bien en complément de ces solutions d'ingénierie civile. Donc ça, c'était il y a à peu près 2 ans, ça a été voté. Force est de constater que la mise en œuvre tarde, ça avance, mais on ne peut pas dire que ça ait pris une dimension extrêmement forte. Et donc les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et c'est l'objet de ces 2 sessions, c'est de voir en fait où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on fait pour développer le recours à ces solutions fournies sur la nature, faire en sorte qu'elles soient vraiment prises en compte dans les politiques, à la fois au niveau international, national ou local, qu'on ne travaille plus en silo, mais qu'elles soient bien transversales. Et puis, où est-ce qu'on en est aussi en termes de mise en œuvre concrète? Où est-ce qu'on en est sur l'invention, la proposition, la mise en œuvre, le test, le retour d'expérience de ces solutions fournies sur la nature? Et puis, justement, basé sur ces tests et sur ces retours d'expérience, démultipliés à l'échelle du bassin méditerranéen. Donc voilà, c'est les défis face auxquels nous sommes confrontés, et c'est le cadre dans lequel je propose que ces 2 sessions puissent se positionner, apporter des réponses les plus concrètes possibles à ces défis, le recours important, multiplié aux solutions fondées sur la nature. J'en ai fini avec ça, et pour cela, maintenant, je passe la parole à Ursula Wellman, donc représentant ICLEI, et qui va modérer, animer cette session. Merci, Jean. Thank you very much, and good afternoon. Welcome, everybody, and obviously also welcome to my esteemed panelists and colleagues to my right. As you've already set the scene for us so well, I mean, you described the resolution of 2020 for the Mediterranean. I mean, it really declares or kind of sets the goal and directions for action. In what we've experienced in our work in Africa, specifically working with subnational and local governments, is a very, very similar context to what you've already described for here in the Mediterranean. I mean, despite the countries being kind of absolutely diverse, I mean, comparing, the likes of Ghana or Mozambique, or Sierra Leone or South Africa even, whom we've currently been working with, I mean, they're vastly different to the Mediterranean, but then we have so many commonalities, the biodiversity, the richness in biodiversity of all of these countries and the regions, I mean, I think is one of the main commonalities. But then climate change and its impact, and obviously, what it is doing on all of our regions. I mean, that is a key commonality, which, I mean, also brings us, in our session here today. And your point around nature-based solutions, I mean, it's such an important one again. I mean, if I look or think of the work that we've done in Tanzania, specifically in Dar es Salaam, we've worked on that project with local government there to really mainstream biodiversity into their decision making, and kind of taking an asset-based approach. We did a mapping for them, and it yielded a wonderful result. I mean, the output of it was a thematic atlas of Dar es Salaam's natural assets, and it really overlaid the societal challenges on their biodiversity map. And what we saw with that, ultimately, is how nature-based solutions can be such a powerful tool, in an urban planner's toolbox, if you wish, and kind of linking that into, to policy speaks to urban resilience for cities. I mean, it became evident in that demonstration how planting trees where there's high density traffic, heat island effect, all of these societal challenges which we grapple with in our urban context, how those can be mitigated with nature-based kind of, solutions, and they are easily deployed, one could argue, cost-effective, tangible. I mean, we hear all these wonderful words linked and describing nature-based solutions. And
that's one example. I mean, today I'd like to also kind of hand over to the experts, and we also have, as Jean has already explained, we've got a lot of colleagues joining us online today, and I'd like to hand over to Mr. Charles Karangwa, who is the Nature-Based Solutions Hub Manager at IUCN. And Charles, I'd like to think that you're online. Do we have Charles online? Yes, we've got Charles online. So we've got his... Yes, we can hear you. Hi, Charles. Good. Hi. Hi. So, Charles, thank you firstly for joining us, and I must also say thank you for everybody online's patience. If you can please chat to us a little bit and talk us through what is the potential of MBS for addressing the growing societal challenges in the Mediterranean while also protecting its biodiversity. Thank you very much, Ursula, and thanks a lot for having me to attend this meeting. I would like just to use a few slides. I requested that permission, and it will not take very long. And I will exactly build on the keynote opening that has already been shared. So if those who are on they can just share my screen or just put on my slides. And the way I want to approach these questions, I just want to provide some background update on why are we even here. And I think nature-based solutions, as the previous speaker already mentioned, build on quite a strong decades of work that has already been going on. And we are where we are, not just landing from the sky. We are absolutely looking at a journey which have been already happening over the last decades. So next slide, just keep going down to a couple of things. So what I'm showing here is that nature-based solution is covering a multitude of solutions. And this includes, of course, things that we have been all doing. The ecosystem-based adaptation is one of the approach that has been already happening over the years. You can talk about infrastructure-related approaches such as green infrastructure, which has already been mentioned in the first section, but also natural infrastructure, ecosystem-based management. So all of this together, after many years of work, we are qualified as nature-based solutions. And more importantly, the definition of nature-based solutions, of course, speaks quite clearly of what we are talking about. And the definition also, which is the results of IUCN Congress in Hawaii and also by UNEA 5 in 2020, clearly define nature-based solutions. And I will just stick to a couple of few words here. The action to protect, conserve, restore, sustainably use and manage natural or modified terrestrial and freshwater and coastal and marine ecosystems. And it comes back to many discussions that happened before in the morning when we start looking into this. And it's not just about that. Next slide. It's also building on that combination of how you address society challenges without necessarily compromising the other development opportunities. And one of the discussion that has been happening globally is the distinction between nature-based solutions, but also nature-derived solutions like wind power. People are thinking maybe it's also an NBS, but also there are nature-derived solutions. And then we do have also nature-inspired solutions. So all of these can be distinctively looked at as solutions. But for today's conversation, I think it's important to come back to the topic of nature-based solutions. Next slide. I think the question of society challenges, and here it's really how we look at everyday's life we are living, right? Because nature-based solutions have huge potential to address different challenges that we are facing. Climate change, I think it is really a big topic in today's conversation, but also economic and social development. We have seen quite a huge opportunity to use nature-based solutions to create jobs,
IUCN and the ILO, the International Labour Organization, recently launched a study which actually demonstrated that nature-based solution can create millions of jobs, but also addressing other challenges that we see every day, including those that are happening in the Mediterranean region. And next slide just show, basically, we are not talking about miraculous solutions. We are talking about things that have been implemented, proved to be solutions that address the society challenges, and just giving you a few examples which are already happening, which includes things that I saw in the previous speakers. The coastal restoration is one of the huge potential nature-based solution that has already been tested and brings community resilience, brings disaster risk reduction, but also generate a lot of economic opportunities across the different players. Protection and restoration of different forests. I mean, we all know the importance of forests, but also both in economic sector, but also in biodiversity, securing and safeguarding biodiversity. I have worked on a number of projects previously in Africa, which helps reduce soil erosion to protect and increase agricultural productivity, just to give one of those examples. So this is just to, again, say NBS are not things that we are looking at from somewhere. They're things that we are already doing. We just need to make sure that we can scale this up to have more impact. But over the years, the demand for NBS has been increasing, right? If you look at what it was in 2010 and what it is today, we see now NBS integrated in all the Rio conventions. So from Paris, the climate COP, it's very clear. Last year in Egypt, it was integrated. The Land Convention, which is combating desertification, the Biodiversity Convention, the UNCD, but also Ramsar. Ramsar recently endorsed the nature-based solution as one of the options and concept that wetlands should absolutely look at. Beyond that, even at national level, right? I have done some work to look at national determined contributions across the continent in Africa, but also in Asia, in Europe. Nature-based solution comes back again several times in those instruments, which shows again that the demand is really big, right? The demand keeps increasing, and we do have an opportunity now to scale up the quality nature-based solutions. And my last few slides really shows how can we then safeguard that quality action of nature-based solutions. That is now the big demand we have. I mean, we talked about it in finance sector, in development sector, in conservation. And IUCN have successfully developed and launched the global standards on nature-based solutions. Next slide. And what the standards basically helps to do is provide a global framework that enhance the quality of nature-based solutions. That helps developers, project developers, public sector, private sector, to really test, assess, evaluate their investments to make sure they are sound NBS with that impact to address society challenges that we talked about. So the NBS standards, which is readily available, that can be used with associated tools, have 8 criteria and 28 indicators. All of them are defined clearly, but more importantly, all the 8 criteria are easily to be adapted to different contexts. We have done some exercise in agriculture sector, for example, to really test, can we apply the global standards of nature-based solutions to agriculture sector, and it proved to be applicable. We tried this to marine and coastal projects. We are trying this now to finance sector, right? Looking at investment, both at those who are deploying investment capital, but also the project developers. How do you apply these standards to solve some of the problem? And personally, I think this is a great opportunity, right? As we talk about investing, mobilizing finance, we do have an opportunity to now turn the investment into sound NBS, nature-based solutions, that can help address those multiple challenges that we talked about. I will stop there on that one, thinking that next slide will probably help to
to see how this could potentially be supporting your investments. And we are also, as IUCN, but also other partners available to discuss how best we can apply these standards. Thank you, Ursula. Over back to you. Thank you very much, Charles. Thank you very much for really kind of describing, the context and, really kind of also setting the scene for our next speaker. And I'd like to now go to Alessio Satta from the MedWet organization. So really the organization looking after the Mediterranean wetlands. So he's the coordinator for their program, but also part of a kind of cross-governmental med organization consortium. So Alessio, I hope you're still online. I know you had some other time commitments. Yes? I'm here. Je ne sais pas si parler en français ou en anglais. C'est la même, tu veux parler en français? Oui, comme les publics, j'imagine, francophones, dans la salle. Ouais. Oui. Oui. Donc, Ah non, pas de problème. Mais la question pour vous, c'est OK en anglais? Because I can't translate it on the fly like that. But the question that I'd like for you to please address for us is, with your organization, you've obviously kind of been instrumental, in the work around wetlands, their conservation in the Mediterranean. And wetlands conservation, as we've also just heard, has a high potential for MBS. What do you think are the key policy recommendations within this field? And also, given your experience within the establishment of this Mediterranean Consortium for Biodiversity, what could you tell us a little bit more about that, please? Et merci Ursula, merci beaucoup. Je vais aussi utiliser, d'abord je voudrais remercier Jean-Jalbert et tout le monde pour l'organisation. Je vois aussi parmi les publics et des personnes qui ont l'occasion pour saluer. Et je partage mon écran. Juste, j'ai pris quelques slides pour m'aider dans la présentation, aussi pour la rendre peut-être un peu plus intéressante pour vous. Alors, je demande à l'organisation le partage de l'écran, s'il vous plaît. Je pense qu'il est... Attends un moment, on me préparer les slides. Ouais. Ici. Alors, il me dit qu'il est encore... Oui, c'est prêt. Oui, je pense que c'est bon. Okay. It's just coming up, I think, on our side. Can you see? Yes, and we're good to go. Écoutez, je ne veux pas passer trop de temps pour donner un cadre qui tout le monde dans la salle et qui nous écoute aujourd'hui connaît très bien. On est en phase des changements climatiques historiques. On est vraiment dedans. On le voit maintenant chaque jour. Mais aussi, il ne faut pas oublier, ça c'est une chose chaque fois, j'ai pris l'habitude de rappeler qu'il n'y a pas que des changements climatiques et tous les autres problèmes, ce qu'on appelle la crise environnementale, il est là. Et souvent, il est aussi accéléré par les changements climatiques, mais il ne faut jamais oublier qu'on a affaire d'un côté avec les changements climatiques et de l'autre côté avec des problématiques historiques liées à la dégradation de l'environnement, l'usage du sol, le développement urbain, etc. La Méditerranée, comment dire, est vraiment au centre de ces changements, de la force de la combinaison de ces changements. Et bien sûr, les zones humides, vous l'avez annoncé, ils ont un rôle fondamental. Et un rôle fondamental qui a été souvent négligé aussi dans les grands débats internationaux.
on a souvent discuté aussi sur les conférences du climat. J'étais à la conférence du climat à Marrakech, mais aussi à Sharm el-Sheikh. Souvent, on dit que les zones humides sont l'ingrédient qui manque dans les stratégies de mitigation et d'adaptation à niveau global sur les changements climatiques. Et parce que les zones humides ne sont pas seulement des écosystèmes qui ont la capacité d'augmenter la résilience des systèmes, que ce soit systèmes côtiers, terrestres, mais aussi ont la capacité de faciliter la mitigation des changements climatiques. Donc, aussi cet élément, bien sûr, c'est un élément qui demande encore la recherche, on est vraiment à la frontière de la recherche à lancer, mais on a quand même besoin d'affirmer ces rôles clés des zones humides dans le cadre de la mitigation de l'adaptation au changement climatique. Et aussi, bien sûr, les zones humides sont parmi les écosystèmes les plus productifs à niveau global, aussi en termes de ce qu'on appelle des super systèmes de biodiversité. Ici, j'ai reporté des études faites sur le potentiel des zones humides en termes d'absorption du carbone, donc ce qu'on souvent appelle blue carbon. C'est vraiment, on est impliqué, Medwed, la Toudoubala et d'autres partenaires, et on travaille maintenant vraiment sur la thématique de la contribution des zones humides à l'absorption du carbone. Et comme la restauration des zones humides peut effectivement augmenter cette capacité. L'objectif aujourd'hui, bien sûr, c'est de porter l'attention sur les politiques qu'on peut mettre en place à niveau national, à niveau régional. Et ça, c'est des politiques qui sont des recommandations sur des politiques faites par un groupe d'études qui est vu parmi les autres la UCN, la Toutoubala, Medwed, Lambé et d'autres, qui est disponible et que vous pouvez télécharger, qui porte l'attention sur 6 points. Toujours dans le cadre, bien sûr, de la Méditerranée. Donc, les premières est vraiment sur la nécessité de développer une stratégie sur les SFN dans le cadre de la Convention de Barcelone. Et ça, c'est aussi un peu l'effort que toutes ces organisations sont en train de faire, toujours dans l'objectif de donner des éléments pour les États, d'encadrer les concepts des solutions fondées sur la nature sur des directives bien claires. Aussi, un autre aspect qui a été discuté beaucoup est comment on peut intégrer les solutions fondées sur la nature dans ce qu'on appelle les Nationally Determined Contributions, donc, vous savez, l'accord de Paris. Et ça, c'est un aspect qui est entre autres très important et qui peut donner un cadre aussi de policy, mais pas uniquement aussi d'implémentation concrète aux solutions fondées de la nature. Il y a l'aspect sur ce qu'on appelle les Green Cities, les villes vertes. Il y a différentes activités, différentes actions au niveau de la Méditerranée, et Clay aussi est très engagé dans cette activité. Et je pense que là aussi, tous les concepts de Resilient Cities et Smart Cities, il est vraiment cohérent avec cet objectif. Il y a un autre aspect lié à ce qu'on appelle aussi les pratiques liées à la pêche, à l'aquaculture, à l'agroécologie. Tous ces aspects aussi, et donc l'implication du secteur privé est très important, et aussi on est vraiment au début de la possibilité, du potentiel d'impliquer le secteur privé dans cette challenge. Les systèmes côtiers, comme je disais tout à l'heure, qui ont un rôle clé aussi dans leur capacité de puits de carbone, et au final,
comment essayer de créer des systèmes institutionnels et économiques pour faciliter l'implémentation des solutions fondées de la nature. Je vous ai porté un exemple d'un petit pas en avant qu'on a fait la fin de l'année dernière à la COP Ramsar qui s'est tenue à Genève, et sur les besoins de porter les concepts des solutions fondées sur la nature aussi dans des conventions internationales comme celle de Ramsar. Ça a été vraiment quelque chose qui a été discuté énormément. Il y a eu beaucoup de négociations entre les pays et finalement on a quand même réussi à faire approuver la résolution 1820 qui donne un cadre et qui encourage les pays, les parties contractantes à prendre des initiatives concrètes pour les solutions fondées sur la nature. Et ça, je pense que c'est vraiment un pas en avant et j'invite vraiment tous les représentants des pays, du Maroc ou d'autres pays, à prendre sérieusement en considération cette recommandation de la Convention Ramsar. Au final, pour conclure ma présentation, mon intervention, il y a, vous l'avez bien dit, un autre tentative d'accélérer l'objectif d'une meilleure conservation de la biodiversité en Méditerranée. Et ça, c'est les consortiums méditerranéens pour la biodiversité. C'est une organisation qui a été créée récemment par 6 organisations, dont l'Association internationale des forêts de la Méditerranée, MEDPAN, MEDWET, les Petits Îles de la Méditerranée, la Coupe du Vala, la UCN, avec les soutiens et le support du Conservatoire du littoral. Voilà, ça, on a vraiment essayé de créer quelque chose qui n'existait pas en Méditerranée auparavant, vraiment un concept de travail multibiome. Plutôt que continuer à travailler sur des biomes, comme nous on travaille sur les zones humides, il y a d'autres qui travaillent sur les aires protégées, ou sur les forêts, etc. L'objectif ici, c'était vraiment de mettre tous ensemble, de réfléchir ensemble, de partager les connaissances, les pratiques, mais surtout aussi éviter de se faire de la concurrence aussi dans la recherche de fonds d'opportunités. Vraiment mettre les énergies ensemble pour accélérer ce processus de changement, de transition vers la conservation de la biodiversité. On le fait aussi dans notre premier projet avec le focus principal sur les solutions fondées sur la nature. L'objectif ambitieux, on a sélectionné un certain nombre de sites partout dans la Méditerranée où on essaie d'approcher avec une méthodologie, avec une implémentation du concept des solutions fondées sur la nature multibiome. Dans le sens où on essaie de mettre ensemble zones humides, forêts, côtes, petites îles, tous ensemble avec les stratégies de solutions fondées sur la nature. Voilà, ça commence le mois de juillet, donc on est vraiment à la phase de démarrage de cette aventure, mais je vous invite à nous suivre, comme ça vous aurez toutes les informations que nous sommes heureux de partager avec vous. Merci beaucoup. Thank you very much, Alessio, for kind of describing. I mean, setting your policy recommendations for wetlands specifically. I mean, really kind of showing the route there, but also demonstrating how collaboration, especially within the multi-biome approach within the Mediterranean context, the establishment of the consortium and what it seeks to achieve. I think it's really encouraging to see that, it is taking the collaboration and collective approach to tackle such a big
situation that the Mediterranean is currently experiencing. I think with these recommendations, I'd like to also now look at what is practically being done. And here, in person, we have the lovely Olfat Hamdan, who's the project coordinator for UNEP's Mediterranean Action Plan, MAP. And today, Olfat, if you can take us through or describe a little bit what are the key challenges that the Mediterranean Basin is experiencing, and how can NBS be mobilized to address these? Hi, Ursula. Hi, everybody. I'm very glad that I'm contributing today to this very important hub session on nature-based solution. Of course, I know that my colleagues will come and speak more about nature-based solutions. So today I wanted to inform the audience about, let's say, what UNEP MAP is doing in terms of combating climate change, as well as what projects we are implementing under the MED program in terms of, let's say, addressing nature-based solution and effects of climate change. So, let me just check that we have your presentation ready. Is the presentation for Olfat also ready to go? Yeah, awaiting my presentation, I know that the United Nations Environment Programme, Mediterranean Action Plan, the coordinator, Ms. Tatiana Hema, was supposed to be here in person, so I am very honored to represent her today. As you know, Mediterranean Action Plan in Athens is the technical secretariat who is implementing and executing the Barcelona Convention on combating pollution of the Mediterranean and, of course, the coastal area. Also, I'm also the MED Program Management Officer at UNEP MAP, which is a JEF-funded program executed by UNEP MAP. So I will start my presentation. Okay. As you see from this slide, of course, the Mediterranean is classified as a hotspot climate change, as Jean was saying, due to the many drivers that are impacting the Mediterranean region. So, of course, we are talking here about increase in temperature, precipitation, atmospheric circulation, population increase, unsustainable land and sea use practices. All these drivers of environmental change are affecting the Mediterranean area. So I will not stop here. So also here, I wanted to describe in this slide, actually under the Barcelona Convention and United Nations Environment Programme Mediterranean Action Plans, there are a lot of initiatives that are constituting the framework to address the impacts of climate change, as well as supporting several activities and actions to address the impact of climate change on the Mediterranean area. So here I'm referring to the Mediterranean Strategy for Sustainable Development. So this is a strategic framework which is aimed to translate the 2030 agenda and the SDG goals into progress towards a low carbon and resilient Mediterranean region. Of course, one of the objectives of this strategy is to ensure climate change as a priority issue for the Mediterranean. The other initiative is the Regional Climate Change Adaptation Framework for Marine and Coastal Area. Also, this instrument support to move towards the resilient in terms of natural and socio-economic system in the Mediterranean region.
We have also one of the main protocols of the Barcelona Convention, which is the Integrated Coastal Zone Management Protocol. And under this protocol, we are protecting the coastal zone. And of course, we include in this protocol prevention and reduction of the effects of climate change. And of course, under this protocol, we were able to develop guidelines to adopt natural-based solution in the coastal areas. And of course, UNEP-MAP is supported by several projects in order to boost the implementation of activities toward the combating of climate change effects. Coming to the project, as I mentioned, I'm representing the MET program. This program is a GEF-funded program implemented in United Nations Environment Program and executed in the Mediterranean Action Plan. We are the MET PCU. It means the coordinating unit supporting UNEP-MAP in implementing and executing this program. As we see, this MET program is constituted of 3 components: reduction of land pollution in hotspot areas in the Mediterranean region. The other component is related to enhancing sustainability and climate resilience for coastal areas. And the last component is related to protecting marine biodiversity. Also, there is another component, the 4th component, which is a cross-cutting component among all the 3 components, which is related to knowledge management and program coordination to ensure that lessons learned among the different child projects under this MET program are really disseminated in a way that it could be an additional benefit to all the countries. Of course, the Mediterranean countries, but just here to mention that this MET program is implemented in 10 countries, 10 Mediterranean countries, mainly the southern Mediterranean countries, and of course we are supported by 10 executing partners to implement the different child projects of the MET program. Here, if you see on the slide, I'm referring to 8 child projects, CP11, CP1.2, and each project had its own activities and, of course, outcomes. But I want to specify a little bit about SCCF project. This is a special climate change fund project. Its output is to enhance capacity of countries to adapt to climate change. So this project actually falls under the 2nd component of the MET program to enhance sustainability and climate resilience for the coastal zones. As you see, we have under this project, the SCCF project, we have main 4 components or 4 outputs. The first outputs is related to the identification of climate risks affecting the high vulnerable coastal areas. Here, the assessment of climate risks are done in 2 countries. We are referring to Montenegro and Morocco, and this activity has been finalized. We are now moving to developing coastal plans to adapt to the impact of climate change, of course, by promoting nature-based adaptation solutions. The work is ongoing in terms of developing the coastal plans. We are trying to involve all the relevant stakeholders in Morocco and Montenegro in order to be able to develop these coastal plans, but we don't want to forget that these coastal plans will be general, but however, they will be a part related to the adaptation of climate solutions in order to ensure that climate change is integrated in the coastal plans. And of course, we are stressing on the promotion of nature-based solutions. Of course, under this project, we aim also to facilitate the participating countries to access finance mechanism. So in this regard, we are preparing a guideline document for finance plans for climate change adaptation. And of course, we will
prepare 2 project proposals, of course, to implement pilot adaptation solutions, mainly focusing on the utilization of nature-based adaptation solutions for the coastal areas. Of course, as I mentioned, there is a very important component under the different projects, which is cross-cutting among all the projects, mainly the one related to training and capacity buildings. There will be a lot of workshops to promote nature-based solutions to support ecosystem-based coastal adaptation in the Mediterranean. Just for your information, the program started in 2020. However, we had some delays, so the program will continue till end of 2025. So hopefully we will be able to contribute to other plenaries in order to talk more about on-spot project that, of course, take into consideration the NBS solutions. Thank you, Ursula. Thank you very much, Olfat. I think you've touched on such important points there in your presentation. I mean, what's practically necessary, for understanding, these plans. I mean, we need to know what it is that we're trying to achieve, and then I think there's that awareness component that almost goes hand in hand with it. The training and the capacity building is also one that kind of fits within that, that it kind of follows in a way. I mean, we can only scale nature-based solutions if there's a greater awareness at, kind of community level to value, obviously, them but also for decision makers. And I think so that capacity and training element is vital, but financing, I mean, we keep hearing it. I mean, and we'll also have a speaker speak to that, luckily, in this session, but I think it is a critical element. I mean, a discussion on biodiversity, or climate for that matter, isn't complete if we don't address financing. But with that having been said, I mean, today it is, we're part of MedCop, it's MedCop Climate, and I mean, it is a privilege nonetheless to have a nature-based solution session at a MedCop, and specifically if it's climate focused. And again, it's a privilege to have a warm body sitting next to me, another woman, and it's an honor to also welcome Jamila El-Mir to the stage, who's a senior advisor to the high-level champion for COP28. So, Jamila, if you can, explain a little bit about the role of the high-level champion. And I mean, what does it mean? And specifically, where are the priorities and the focus, as we are kind of heading towards COP28? Thanks, Ursula. So yeah, it took me some time to understand the role of the high-level champions. The role of the high-level champion was mandated in Paris in COP21. The reason why is because they realized that for the past 21 years, the COP presidency and the UNFCCC process for addressing climate change mainly addressed national governments, because they would be the ones signing the agreements, the negotiated agreements. And then the realization was that this is really implemented on the ground by non-national governments, by local governments, by private sector, NGOs, academia, and they really wanted to elevate their role. And so they created a high-level champion, and it had to be somebody senior in this organization to really mobilize and address everybody else. So in this language, they call them non-state actors, which is anyone other than the national government. And I think what was really interesting, so this role evolved, it was created in COP21, it was really crystallized in COP22 in Marrakesh, which is why we have the Marrakesh Partnerships, which is kind of the official portal where non-state actors feed into the negotiated outcomes. So they feed into the text that is discussed by the national governments. It's very nice that we're here again in Morocco talking about non-state actors in this big issue. And I think this role also matured with time, and what you start realizing is that every high-level champion, especially starting
COP25, these high-level champions have been mostly from the non-state actors. So historically, you had ministers be appointed between COP21 and COP24. It was ministers that had this role of high-level champion. And then was Gonzalo in Chile. It was somebody from civic society, and it has continued since. So this role has matured. And each high-level champion is chosen because they bring credibility. They bring a strength to the climate agenda. Both Gonzalo and Nigel were very strong in mobilizing private sector into climate change. Dr. Mahmoud Muhyiddin, for whoever's worked on COP27, will know that he's finance all over. So he's really critical to this financing gap, bringing forward Global South, realigning finance for climate and finance for development. And I think for the purpose of this discussion, we're very lucky that the person chosen for COP28 is Her Excellency Razan, who's also president of IUCN, and her flavor, her forte, her #1 priority is nature. And it has been a learning experience for me ever since I joined the team. So I've been working in this space for over 15 years, but I'm really like diving into the global climate discussions now being part of her team. What you realize is the dichotomy, nature-based solutions have always been important in the biodiversity world. And increasingly in the climate discussion, but bringing them together is not that obvious. And what's really funny is that you talk to people working in nature and it's so obvious to them. They're like, yes, of course, we have all the data. And then you go to people in trade and energy and they don't have this awareness. So what we're having to do a lot as a working team is go to the traders, go to the retailers, go to the private sector players. Bankers are aware because they're being asked for money, but not enough, right? So these linkages we're really nearly starting from scratch in a lot of areas. And I think this is why it's so powerful to have such a diverse group right in front of us from different countries, different stakeholders, different players. And I think it's really a journey. And I think what Razan really wants to do is lift the role of nature. And if you think about it, just the statistics, we say we want to reduce emissions by 43% by 2030. Nature will help us achieve 30% of these 43%. And yet we think energy is going to be our biggest tool and is by far, very far from everything else. It is our biggest tool, but there are other tools that are nearly on the same level and we don't realize that so much. Or maybe we do, but people outside this room don't. Also, what was very interesting is this realization that probably nature and food systems are the only sector where, if you look at it, it's at the interface of mitigation and adaptation. You can't work on nature mitigation without really contributing to adaptation and resilience. And the problem with adaptation, and everybody working in adaptation will realize that the problem is monetizing adaptation. So this bankability issue, right? But if you couple it with mitigation benefits and adaptation, it becomes an even bigger business case for nature. So it's really nice to see how this discussion is maturing, hopefully. And what's really nice about the COP28 is that presidency and the high-level champions are working very, very closely so that whatever is being discussed at the national governments also, there's alignment between non-state actors and national governments, or we're trying to maximize this alignment. The #2 priority of the COP28 high-level champion is inclusivity. And if you look at nature, and I'm sorry, I'm repeating my boss's words, okay, but it is very telling, is that if you look at where nature is where people and most marginalized communities are. So by safeguarding your carbon sinks and nature, you're also safeguarding the people that depend on it. By bringing in their voices, you make sure that the solutions we develop are truly inclusive and work for everybody on the table. So there is really this dual synergy between these two priorities. Doesn't mean that everything else is not a priority, but if you look, there has been a great push on energy, and it won't be deprioritized.
There has been a push on finance. It won't be deprioritized, so we will keep pushing. But nature has not been yet prioritized to this level. So I think hopefully every COP will bring to the forefront topics that have been forgotten. So yeah, I'll probably stop here, but these are the priorities. Thanks. Thank you very much. I mean, for describing the role, and you've touched again on the point around awareness. And I remain hopeful and very much positive that it will indeed result to a change, a shift in understanding, at greater stakeholder level, that we won't have these discussions in closed rooms and it's only a handful of people that actually understand the relevance or have an interest in nature, but it becomes mainstreamed. But the point you also make is around relevance for where action needs to be. There's so much responsibility that we put in the hands, or collectives of the likes of our Mayor Chef Shaun and Mayor Lemouri, who's hosting us here at this, kind of conference. They carry the responsibilities for making these global targets, these national commitments, a reality on the ground for their citizens. And, that's a big ask, but at least to already start coordinating these efforts and kind of bringing the biodiversity discourse, into the mainstream, I think is a wonderful start. And I very, very much hope that, next year we won't be touching on the same topic, but also the inclusivity aspect. I mean, you make a very, very good point there. I mean, we cannot be speaking about, environment and not have indigenous voices as part of that. I mean, communities need to be reflective of all our communities. And, gender representation is also a part of that. But I think we've managed to sketch quite a diverse view, but we also have a perspective of a donor, because we've also got Mr. Pierre Carré, who is from CEPF, who is a funding organization, rather a donor foundation, and we've got Pierre online. At least I hope he's still with us. Pierre, are you there? Oui, Pierre est là? Oui. So Pierre, I mean, given obviously the position and perspective that you sit in, you have the perspective as a donor, but I mean, as a donor focusing specifically also on biodiversity hotspots, how do you see the potential for NBS? And I mean, what would you, in terms of your interpretation, be recommendations for upscaling? I mean, we keep hearing we need to upscale NBS. What would be some of your recommendations there? Thank you, Ursula. And je vais peut-être parler en français. Je crois que la plupart de l'audience est francophone dans cette salle, donc je vais passer en français. Même si j'ai préparé ma présentation, enfin plutôt mes petites notes en anglais. Mais en écoutant mes prédécesseurs, j'ai changé plusieurs choses que j'avais prévu de dire. Donc je vais parler directement en français à nos amis qui sont dans la salle avec vous et à mes collègues qui sont également en ligne. Donc au niveau le CEPF, on est un instrument qui est à la fois un bailleur de fonds, mais on est plutôt une initiative multi-bailleur, ce qui fait que nous, on est en relation régulière avec nos propres bailleurs de fonds, qui sont des philanthropies, mais aussi des gouvernements, la France, le Japon, l'Union européenne, la Banque mondiale, le GEF. Donc on a des contacts très fréquents avec l'ensemble de ces bailleurs. Et ensuite, nous sommes nous-mêmes en contact direct avec les organisations de la société civile et tous nos partenaires sur le terrain qui mettent en œuvre des projets. Donc dans plus de 100 pays dans le monde, et en Méditerranée, depuis plus de 10 ans, nous avons soutenu à peu près 260 projets avec des organisations de la société civile, strictement sur les questions de protection de la biodiversité. Je vais donc déjà vous parler un petit peu des discussions que nous avons avec nos propres bailleurs de fonds, les partenaires qui font partie du Critical Ecosystem Partnership Fund.
Et là, on voit qu'il y a effectivement un grand intérêt et un grand potentiel pour les nature-based solutions, pour plusieurs raisons. La première, c'est ce que rappelaient Jean et Charles précédemment, c'est que on est sur des solutions qui sont relativement peu chères par rapport aux bénéfices qu'elles peuvent apporter, surtout si on compare avec des infrastructures de protection des côtes ou de gestion de l'eau qui sont faites avec de l'ingénierie lourde, je veux dire. Et leur impact également sur le carbone, donc c'est-à-dire au-delà de l'adaptation également sur l'aspect mitigation, est également positif. Plutôt que de construire une digue en béton qui produit beaucoup de carbone, on a d'autres moyens de le faire avec les nature-based solutions. Et donc il y a ce côté vraiment win-win, avec des solutions qui sont moins chères et qui peuvent fournir des bénéfices énormes. Puis pour nos bailleurs, il y a également une chose qui est importante, c'est que la plupart de ces nature-based solutions vont avoir un impact positif sur la biodiversité. Et comme vous le savez, les bailleurs eux-mêmes rapportent par rapport aux différentes conventions dont nous a parlé Charles également. Et ainsi, de cette manière-là, ils peuvent à la fois rapporter des financements qui sont apportés au niveau climat, au niveau adaptation et au niveau biodiversité. Donc c'est une manière, entre guillemets, comme disent les Anglais, to kill two birds with one stone. Et donc là, on voit que ça a un potentiel très intéressant pour le monde de la finance et de l'aide au développement. Je parle de manière très franche. Malgré tout, on voit qu'il y a un risque là-dedans. Et ce risque, il est de considérer à peu près tout comme des nature-based solutions. Il y a actuellement une confusion très importante qui demeure dans les instances internationales sur ce que c'est réellement que les solutions fondées sur la nature. Quand on discute avec différents bailleurs de fonds, donc certains sont bien entendu tout à fait au courant, notamment dans les services qui s'en préoccupent le plus, mais dès que l'on tente d'aller un petit peu au-delà et d'ouvrir les portes dans d'autres services, ceux qui s'occupent plus particulièrement d'agriculture, ceux qui s'occupent plus particulièrement d'eau et d'assainissement, là on a des confusions importantes. Et je pense que c'était très important tout ce que Charles a énoncé, notamment au début de cette session, et qu'il faut rappeler en permanence, parce qu'il y a un besoin de pédagogie qui est très important vis-à-vis de la communauté internationale. On le voit également, cette question du rapportage auprès des conventions. Je ne sais pas si vous avez vu l'article qui est sorti dans Reuters il y a quelques semaines, qui montre bien que en termes de comptabilité, il y a des grandes confusions. On a vu récemment la Belgique compter dans son adaptation au changement climatique le soutien à un film qui se passait dans la forêt d'Argentine, mais un film qui n'était pas du tout sur le changement climatique ou quoi que ce soit. On a vu l'Italie insister sur l'appui à des entreprises de vente de glace et de chocolat en Asie comptées comme changement climatique. Donc, actuellement, il n'y a pas véritablement de normes au niveau international et ça ouvre la porte à des excès, on va dire, peut-être avec un petit peu trop d'enthousiasme. Donc on a le risque que les nature-based solutions deviennent aussi un buzzword. Excusez-moi pour tous ces petits mots anglais, mais il est important de rappeler les bases, et c'est ce qu'ont fait mes collègues un peu auparavant. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça, c'était pour voir l'aspect par rapport à la communauté des bailleurs de fonds en général, avec laquelle il y a encore beaucoup de travail de pédagogie à faire. Et je suis très heureux que cette session se tienne aujourd'hui dans le cadre de cette COP Méditerranée, parce que ça fait partie effectivement de cette éducation générale qui doit continuer. Maintenant, par rapport à nous-mêmes qui sommes des bailleurs vraiment spécifiques sur la biodiversité, on a parfois tendance aussi à considérer que tout ce que l'on fait, tout
tout ce que l'on peut financer en termes de biodiversité pourrait être avec une étiquette de Nature-Based Solution. Et je pense qu'il faut aussi que l'on fasse attention à cette question. La protection de la biodiversité demande également des fonds dédiés et des activités spécifiques qui n'auront pas nécessairement un impact en termes de Nature-Based Solution, en termes d'adaptation. Et il faut qu'on soit très clair là-dessus au niveau de la communauté de la conservation. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'insister sur le fait que la biodiversité doit être protégée pour elle-même, indépendamment de ce qu'elle apporte aux êtres humains aussi. Je veux dire par là que dans ma carrière, j'ai vu passer plusieurs modes. Dans les années 90, on protégeait la biodiversité essentiellement pour les ressources, les molécules pharmaceutiques qu'on allait pouvoir en tirer. Dans les années 2000, on a parlé de la génétique et des gènes qu'on allait pouvoir préserver pour l'amélioration des plantes cultivées et la lutte contre, pour la sécurité alimentaire. Ensuite, on a parlé de la protection des milieux pour le carbone. Tout ça est vrai, mais je pense que ça ne doit pas nous éloigner non plus, en tant que communauté de la conservation, de déclarer et d'affirmer que nous croyons que la biodiversité doit être préservée également pour elle-même, simplement parce que si nous ne le faisons pas, cette question du replacement de l'être humain et des activités humaines au sein de la nature, cet équilibre et cette intégration de l'être humain dans la nature ne se fera pas. À partir du moment où on continue à avoir une vision qui est uniquement utilitariste de la biodiversité. Je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qui peut nous faire perdre, entre guillemets. Parce qu'il n'y aura pas de solution, qu'elle soit fondée sur la nature. Il n'y aura pas d'autre solution que celle fondée sur la nature. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot de solution fondée sur la nature. Et enfin, et je reviens un tout petit peu sur ce que disait Jamila juste avant, et je pense que c'était très important ce qu'elle a pu mettre en évidence, c'est le rôle de la société civile et le rôle des communautés, également ce que disait Ursula juste avant cette présentation. C'est quelque chose qui est absolument indispensable à avoir en tête. Bon, nous, au CEPF, on travaille avec des ONG locales, on travaille avec des communautés villageoises, et ce sont elles qui ont les solutions. Ce que disait aussi Alessio, c'est que la plupart du temps, ces solutions sont des solutions traditionnelles, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on doit réapprendre et réappliquer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont les personnes les plus directement concernées, au plus près du terrain, dans leur village, dans leur communauté, dans leur quartier, qui vont avoir les meilleures idées pour mettre en place, inventer ces solutions du futur qui sont des solutions fondées sur la nature. Et donc, il est important de leur faire confiance. Et il y a des choses qui peuvent se décider tout à fait en amont, en termes de donner la possibilité aux personnes de terrain de développer leurs propres solutions. Et je pense que c'est un niveau qui va être extrêmement important à l'avenir, de vraiment travailler au plus près avec les communautés locales. Voilà, c'était quelques points sur lesquels je voulais insister aujourd'hui. Merci, Pierre. Thank you very much for those wonderful insights. I mean, your point around education for donors or the donor community, I think, is such a critical one because, I mean, if there's not even consensus around what nature-based solutions can do and what they actually mean, I know it comes back again to the points around awareness, which our colleagues have already spoken about, but I think it's a very relevant point. You know, and coming to the latter point around, you know, the NGOs and the solutions that are so innovative. I mean, that's really speaking to community-based knowledge, that indigenous knowledge, the assets, community-based assets, you know, that I think we really need to harness in, you know, this endeavor of making resilient urban cities, you know, that are considerate and protecting nature and harnessing nature-based solutions in those ambitions. So I think it's been wonderful now to hear the perspective, you know, the donor perspective. And
keeping things kind of finance, I'd like to go over to Mr. Christoph Nuttall, who's the director for the R20 organization. Now, Christoph, I hope you're also still online with us? Yes. Yes, thank you for that. So through R20's flagship, your SCF project, you've already implemented a range of investments, right? I mean, these have gone into infrastructure projects, including nature-based and climate solutions. What is your main lesson you have there that is kind of really looking at subnational governments, the ones that are having to implement these actions? What would you say are your main lessons to access financing? Merci Ursula, je parlerai en français également. Donc, nous sommes une fondation basée à Genève qui a pour objectif de catalyser la finance à la fois du secteur privé et du secteur public. Donc on parle de blended finance en anglais. Et nous avons eu la chance et l'honneur, je dirais, avec l'UICN, avec Gold Standard, Pegasus Capital, qui est un gestionnaire de fonds d'impact basé aux États-Unis, mais tous accrédités auprès du GCF, de monter le premier fonds d'investissement privé à l'endroit des collectivités territoriales, précisément sur leur infrastructure bas carbone. Donc on a fait un premier close il y a 2 ans de 150 millions de dollars, notamment en partie grâce au GCF, qui permettait à 42 pays, enfin aux autorités locales de 42 pays, de faire leur demande à la fois d'assistance technique pour faire en sorte que leurs projets d'infrastructure dans le domaine des énergies renouvelables, de la gestion des déchets, mais également dans ce qu'on va appeler un petit peu les nature-based solutions, à notre niveau, l'agriculture régénérative, puissent être bancables. Donc 2 fonds parallèles, un fonds d'assistance technique pour aider les municipalités à pouvoir être en mesure de proposer des projets bancables à impact. Et ça, c'est une première grande leçon, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de mal à trouver au départ des projets qui puissent avoir un minimum de bancabilité et un minimum de sérieux en termes de mesurer, vérifier et reporter l'impact de ces projets. Fort de ces constats et quand même à l'aune du succès, puisqu'on est à la veille d'un second close de ce fonds avec d'investisseurs publics et privés, donc qui démontre la validité de cette approche, à la demande du gouvernement français, dans le cadre du plan Méditerranée exemplaire, en collaboration encore avec l'UICN et l'UNEP-MAP, il a été demandé de monter un fonds similaire, mais dédié à la Méditerranée. Et dédié à la Méditerranée sur 3 grands sujets relevant du PAMEX. Le premier, c'est zéro carbone, transport maritime, donc essentiellement le verdissement des ports. Donc on retombe sur de l'infrastructure qui certes coûte de l'argent, mais a des business models, enfin des modèles d'investissement et des retours sur investissement qui sont connus des investisseurs, donc relativement faciles à mettre en place. Le deuxième sujet, c'est zéro plastique. Donc on retombe un peu dans les mêmes schémas avec des projets d'infrastructure qui soient la gestion des eaux usées. On parle maintenant aussi de réutilisation des eaux usées traitées. Et puis tout ce qui concerne la gestion des déchets pour éviter effectivement que le plastique arrive en fin de chaîne dans les océans et en particulier sur la Méditerranée. Et le troisième sujet, c'est la préservation, la restauration des écosystèmes à la fois marins, côtiers à la Méditerranée. Et donc c'est tout ce qui concerne les aires maritimes protégées, c'est tout ce qui concerne la protection des champs de Posédonie, etc. Et avec une approche, ce qu'on appelle en anglais landscape approach, donc vraiment une approche territoriale sur non pas simplement une ville ou un lieu ou une communauté, mais sur un véritable territoire.
et je reprendrai les termes de M. Jean-Albert au départ, sur des bassins hydrographiques, donc vraiment des écosystèmes au sens large du terme. Et donc nous avons montré trois, ce qu'on appelle des SPV en anglais, donc des Special Purpose Vehicles, donc des instruments, des véhicules financiers spécifiques à chacune des grandes lignes de ces trois d'actions, avec des portefeuilles de projets. Et l'idée, c'est comment lisser l'investissement auprès des investisseurs sur les NBS, dont les retours sur investissement sont totalement différents des retours sur investissement sur l'infrastructure. En deux mots, quand on investit dans de l'infrastructure, on investit dans du capital auprès d'entreprises en partenariat public-privé et qui, au bout, on va dire, de 5, 7, 8 ans maximum, commencent à faire rentrer de l'argent sous différentes formes auprès de l'investisseur initial, qu'il soit public ou privé. Concernant les NBS, c'est totalement différent. On est sur des retours sur investissement non plus de 15 à 18%, mais sur des retours à investissement à 4, 5, 6%. On n'est pas sur des retours à investissement de 5, 7 ans, mais des retours sur 15, 20 ans. Et donc, on s'adresse à des investisseurs totalement différents, que sont les fonds de pension, que sont les fonds d'assurance, et qui émettent de la dette, notamment à travers des obligations vertes et bleues en ce qui nous concerne. Et donc, on essaye de mettre en place un écosystème financier qui permette à un investisseur X, Y ou Z intéressé par une même thématique qui est la Méditerranée au sens écologique du terme, en termes de développement, que ce soit l'adaptation, l'atténuation au changement climatique, mais également tout ce qui concerne la biodiversité. Et donc, on essaye de voir comment l'un peut dérisquer l'autre. Donc, aujourd'hui, on est en mesure de dire que nous avons 3 gestionnaires de fonds dans le cadre d'un consortium politique qu'on a mis en place entre l'État français, l'État espagnol, l'État grec et également UNEP-MAP, UICN et plusieurs autres, pour être en mesure, à partir d'un premier portefeuille de projet qu'on espère finaliser pour la COP 28 à Dubaï, et être en mesure d'annoncer notre première first close. C'est un fonds qui est ambitieux. Aujourd'hui, on a grosso modo, avec des pré-études de faisabilité, donc on n'est pas encore en étude de faisabilité directe, mais on est en pré-étude de faisabilité avec due diligence sur 3 portefeuilles de 1 milliard de dollars. Et on espère d'ici la fin de l'année faire, non pas un premier close, mais un premier intérêt d'investissement, pour lequel aujourd'hui on a des indications qu'on est capable, après plusieurs petits mois, d'avoir déjà 100 millions d'intérêts. On espère arriver à 250 d'ici la fin de l'année pour, d'ici 3, 4, 5 ans, nous permettre d'investir 1 milliard de dollars. Sachant qu'on veut pouvoir agir à scale, comme on dit en anglais, donc vraiment à l'échelle, non pas sur des petits projets, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, bien au contraire, mais que les investisseurs traditionnels, et c'est là toute une problématique et en termes de leçons apprises, on a, je dirais, 2 grands types d'investisseurs. Les premiers, je les appellerai les petits, les philanthropies qui sont en dessous de 5 millions de dollars, qui peuvent donner du don, de l'argent gratuit pour les projets. Et puis au-dessus, on a les grands investisseurs, type agences de développement, banques de développement, banques privées, fonds de pension et autres, qui en dessous de 100 millions, ça ne les intéresse pas. Et donc, on est face à un paradoxe où les autorités locales sur les Nature-Based Solutions ont des portefeuilles, grosso modo, entre 20, 30, 50 millions de dollars, qui sont trop élevés pour la philanthropie et trop petits pour l'aide traditionnelle. D'où l'idée de monter cet écosystème d'instruments financiers qui peut jouer à la fois financer des petits projets à travers des portefeuilles de projets, ce qu'on appelle nous des club deals en anglais, sur des thèmes spécifiques, par catégorie, comme je l'ai listé tout à l'heure, avec des retours sur investissement différents, et permettre de répondre à la demande des investisseurs qui, eux, disent OK, nous on injecte 100 millions, 200 millions sur telle et telle thématique dans votre portefeuille.
mais on n'est pas intéressé à traiter projet par projet. Donc, voilà un petit peu nos leçons apprises par rapport au Subnational Climate Fund qu'on a initié maintenant il y a 3-4 ans et qui sont appliqués aujourd'hui sur ce qu'on appelle le PLIF, le PAMEX, Local Invest Fund Facility, que n'espère être lancé lors de la COP 28 avec ces 4 gestionnaires de fonds. Donc on a un qui est de Dubaï, tel groupe, on a un autre qui est de Suisse, qui s'appelle Poséidon Capital, qui se nomme Bank of Nature, et un troisième, Edifice Capital, au Luxembourg, avec un advisor, donc un conseiller, qui est à notre yeux le meilleur dans le Nature-Based Impact Financing, qui est Impact, basé au Luxembourg. Et donc voilà, nous sommes à un stade, je dirais pas de démarrage, puisqu'on a démarré institutionnellement il y a 1 an, mais opérationnellement, nous sommes en phase de structuration de ce mécanisme de financement, avec des premières annonces de financement nous permettant de faire une annonce très officielle à Dubaï et être opérationnel l'année prochaine. Voilà très rapidement, et le plus simplement possible, puisque la finance nature est d'une complexité absolument redoutable. Merci beaucoup, Christophe. Thank you very much. I think it was very interesting. I mean, your take around the lessons from the SCF and taking those into PLIF. I mean, especially, you know, the ticket sizes that investors are looking at. I mean, especially from, you know, what becomes not interesting, or rather too big for the philanthropist, and, you know, too small. And I think it hints at the opportunity, or I mean, speaks kind of very directly to the opportunity that we have. We have nature-based solutions that need funding, and I've heard before already, the money's there. So I think it's really around, how do we access this money? How do we make this all a reality? Our session's not going to unpack all of that and give it those answers, but I think we've touched on many practical aspects around what it takes, what are the recommendations at a policy level, you know, what are the actions being taken physically in the Mediterranean. And I'm quite sure we're running out of time, and that's why I was wanting to hand over to Jean to wrap up the session for us. Thank you, Ursula. Alors, conclure, faire un wrap-up, c'est pas une chose simple, parce que c'est vrai qu'on a eu des propositions extrêmement riches, des interventions très diversifiées et très pertinentes. Ce que je retiens néanmoins, c'est d'une part d'abord qu'on ne peut pas dissocier la crise climatique de la crise de la biodiversité. Je ne l'ai pas beaucoup entendu quand même dans les autres sessions auxquelles j'ai participé sur ces 2 jours, et je pense que là, il y a vraiment un enjeu à reconvaincre les gens qu'on ne pourra pas trouver de bonnes solutions pour la crise climatique si on ne prend pas sérieusement en compte la biodiversité. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est un message qu'il faut qu'on porte. Ça a été dit, dans ce contexte, les solutions fondées sur la nature semblent un concept pertinent, utile, peu coûteux, efficace, qui doit impérativement, et plusieurs ont insisté là-dessus, plus qu'associer, reposer sur l'implication des communautés locales, sur leur savoir. C'est vraiment elles qui sont les premières actrices de ces solutions-là. Ça ne peut pas être un concept qu'on vient appliquer par le haut. Sans ça, on va à l'échec de suite. A été noté aussi la plus-value de travailler à la bonne échelle, à la fois à la bonne échelle en termes de paysage, c'est-à-dire trop petit, ça peut être utile, mais on sent que le plein potentiel des solutions fondées sur la nature se font à une échelle plus large, qui couvre sûrement plusieurs biomes, plusieurs types d'écosystèmes, et avec tous les acteurs qui sont là-dedans. Donc ça suppose une certaine forme de complexité, mais c'est là où la plus-value se fait jour. La Convention de Barcelone et le plan d'action pour la Méditerranée se révèlent comme un cadre très pertinent, à la fois sur le plan politique, sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan opérationnel, par les projets. Et donc, c'est vraiment un cadre à investir. On a vu que les outils financiers, bien effectivement, existent, commencent à se structurer.
que ça s'agisse du CEPF, du PLIF, tout ça arrive et se structure avec effectivement, et c'était très intéressant cette dernière intervention de Christophe Tutuel qui montrait qu'on était un peu entre deux types d'outils. On n'a pas encore le bon outil bien calibré pour les enjeux des solutions fondées sur la nature. Et donc toute cette ingénierie financière, toute cette invention qui est devant nous est absolument critique justement pour trouver les bons outils adaptés aux bons concepts. Je reviens également sur ce que Pierre Carré disait sur les risques. C'est vrai que j'ai entendu aussi dans plusieurs sessions ce terme de Nature-Based Solution revenir régulièrement, mais à mon avis, dans beaucoup de cas, avec une compréhension un peu réductrice de ce qu'est une Nature-Based Solution. Encore une fois, ça n'est pas juste mettre un peu de nature dans des processus de développement classique, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment considérer les choses sous notre perspective. Et donc le risque, effectivement, de tout considérer comme des solutions fondées sur la nature, et donc ce besoin de pédagogie, ce besoin de normes, de cadres, qui doit permettre de vérifier, de s'assurer que ce qu'on est en train de faire va être bien au bénéfice à la fois de la nature et des sociétés humaines. Et donc, pour conclure là-dessus, nous avons la chance d'avoir une high-level champion de la COP28 qui a mis dans ses priorités effectivement la nature, ce qui est une première. Et je pense que c'est un message très encourageant de voir que ce qui sera véhiculé, les messages qui seront véhiculés à la COP28, eh bien, seront, par la high-level champion, Razan Al-Moubarak, seront portés avec ce prisme extrêmement fort. Et donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me réconforte beaucoup, qui nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et donc, à nous d'investir, de porter ces messages, de nous assurer que la High-Level Champion pour la COP28 pourra porter nos messages, et la conviction de ces solutions fondées sur la nature sont une réponse absolument pertinente qui doit être une partie intégrante de toute politique climatique à l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci, Jean. And I think with those wonderful notes, or rather messages, shall we conclude the session? Thank you very much for joining us here today, and a great heartfelt thank you for our speakers in person and everybody online. Your contributions have been invaluable today. I wish you all a wonderful afternoon further. Merci.